C'est officiel, je suis stupide. Bon, vous avez pas le contexte, donc il faut que je vous en parle. Je viens de tourner cette vidéo au moment où vous venez de voir ça, et il y a très peu de temps. Parce que bon, j'avais tourné une critique réaction à chaud de cet épisode 8, et j'ai fait, je pense, une de mes plus grosses boulettes sur cette chaîne, peut-être même la plus grosse boulette, en me plantant royalement lorsque j'ai remonté un tout petit peu la critique de l'épisode 7. Parce que la critique de l'épisode 7, je me suis rendu compte après coup que j'avais mal interprété quelque chose, hein. Il me semble, une personne qui l'a dit en commentaire, et c'est quelque chose que j'avais un peu corrigé dans le remontage. Rapidement, je ne sais pas beaucoup de changements, je faisais juste un petit encart de texte pour dire que j'avais fait cette erreur-là, et je rajoutais aussi une petite image pour illustrer, histoire de dire. Enfin bon, l'encart que j'ai fait, ça revenait sur la grosse idiotie que j'avais dite, sur le fait que la fille qui était venue voler le visage de Star Butterfly, elle voulait faire ça pour prendre sa place en tant que princesse de Muni. En fait, elle venait de Saint-Olga, le pensionnat de Saint-Olga, et elle voulait lui donner son visage pour qu'elle soit renvoyée là-bas à sa place. Voilà la grosse connerie que j'avais dite, et je voulais faire un petit encart texte pour corriger ça. Et je viens de gâcher deux vidéos, enfin deux travaux sur mes vidéos avec la boulette que j'ai faite, parce que lorsque j'ai fait cette version améliorée entre guillemets, c'est pas grand chose, hein. J'ai mal renommé ça, et j'ai pensé que ça remplaçait la critique, la réaction à chaud de l'épisode 8, qui elle aussi était vanilla, c'est-à-dire que je rajoutais pas d'image par-dessus. Et donc j'ai supprimé ma réac sur l'épisode 8, et je l'ai remplacé par cette réac sur l'épisode 7 qui avait quasiment rien de changé. Et pendant une semaine, un peu plus d'une semaine, j'ai cru que c'était bon, que c'était bien la réac sur l'épisode 8, et je viens de m'en rendre compte maintenant. Et je vous fais le topo, il est 1h30 du matin, nous sommes ce vendredi là, je viens juste de m'en rendre compte. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas élever la voix. Pas beaucoup, parce qu'il y a j'ai des voisins qui voudraient pas trop m'entendre parler fort, mais voilà où j'en suis, je viens de m'en rendre compte. Il faut que je retourne ma réaction à l'épisode 8, alors que j'ai 3-4 épisodes d'avance, j'en ai 4, je viens de voir l'épisode 12. Je me souviens plus des notes, je les ai plus. J'essaye de me refaire un peu le topo dans ma tête. J'ai gâché aussi l'occasion d'améliorer un tout petit peu ma réac sur l'épisode 7, puisque bon, vous avez la version vanilla sans rien rajouter dessus, pas, sans le texte rajouté dessus. Je suis une merde, voilà, je suis une merde. Donc il faut que je reparte un petit peu sur ma réaction sur cet épisode-là, maintenant que bon, les choses se sont totalement calmées et refroidies, alors qu'il y avait pas mal de choses intéressantes à dire en réaction à chaud. Là, je vais devoir vous donner mon avis un peu plus calme et posé sur l'épisode, sachant que en plus, c'est un épisode important puisque c'est vraiment le départ de quelque chose, quoi. C'est vraiment une montée de qualité qui se voit bien. C'est vachement embêtant que je me sois planté à ce niveau-là. Donc je dois vous retourner ça, vous le remonter avant de me coucher. Je vais être totalement vanné parce que bon, j'avais prévu de me coucher un peu plus tôt que ça. C'est horrible, c'est horrible. En tout cas, voilà, l'épisode 8, j'y viens. Désolé pour ceux qui voulaient juste mon avis là-dessus. L'épisode 8, donc, parle, je vais essayer de me souvenir des notes que j'ai prises, parce que à nouveau je les ai plus, de Star qui est abordé par son ex Tom. Ça commence par là, hein. Il y a deux morceaux comme d'habitude, et son ex Tom vient la voir directement à son lycée. Il y a une espèce de transition que j'ai trouvée très intelligente, qui est faite au tout début, où on se centre un petit peu sur Oscar, c'est-à-dire le personnage complètement plat sur lequel Star en pince.
Alors j'espère qu'on le reverra plus trop, quoi, et que ça va être une espèce de façon de dire, voilà, il a existé, ce personnage-là, on le remplace un petit peu par Tom dans les relations amoureuses à un certain degré qu'a eu Star. J'espère qu'on fera ça, parce que oui, on le voit plus dans les 4 épisodes suivants, Oscar. Ce serait cool, hein, que ça aille pas plus loin, vraiment cool. Mais bon, voilà, c'est histoire de dire, ah, Oscar qui représente quelque chose pour Star maintenant de façon superficielle, et Tom qui représentait quelque chose de peut-être important pour Star avant, qui fait surface devant, quoi, pour montrer qu'il prend la vedette. Il y a une mise en scène que j'ai trouvé intelligente là-dessus. Il vient voir Star pour l'inviter au bal de la lune de sang. Donc un bal important qui arrive tous les 667 ans, pas tous les 666 ans, c'est tous les 667 ans. Et donc au début elle n'est pas chaude, mais il montre qu'il fait des efforts pour elle, quoi. Il montre qu'il a pris un coach pour calmer ses nerfs, parce que c'est quelqu'un de très impulsif, de très colérique. Il montre qu'il a fait des efforts pour ça. Et apparemment ça semble convaincre Star assez rapidement de vouloir lui redonner sa chance. Et c'est très intéressant parce que voilà, je m'attendais tellement à ce que Tom soit juste le stéréotype de l'ex jaloux qui soit surtout diabolisé, et ce qui est assez marrant vu son statut, mais c'est un peu plus complexe que ça. On essaye vraiment de donner une légitimité à ce personnage qui est pas juste quelqu'un qui a une fixette malsaine sur une fille, mais quelqu'un qui veut faire des efforts pour cette fille-là, et pas de façon superficielle. Donc c'est très cool. J'ai quelques soucis avec ça néanmoins, parce que d'accord, Star est partante pour lui donner sa chance en se rendant seule au bal de la Lune Rouge, en convoquant une espèce de chariot qui mène donc aux enfers, là, au niveau sous terre qui correspond aux enfers, parce qu'ils disent clairement, hein, c'est les enfers. Euh, déjà, c'est un truc, ça peut être utilisé par n'importe qui. On verra plus tard que Marco veut s'en servir. Marco qui se la joue un petit peu, fais gaffe, je veux pas que t'y ailles, et ça gêne un petit peu Star, on rejouera là-dessus. Tandis que voilà, elle se rend donc à ces enfers-là, quoi, où Marco l'attend. On voit qu'il a un petit peu calmé le jeu là-bas pour éviter qu'il y ait trop de trucs type torture, mort. Apparemment, il y a des trucs super gras et graves qui se passent durant ces balles-là. Tous les 667 ans, c'est important quand même, mais il a décidé de calmer le jeu. Donc, il a fait en sorte que ces enfers ne soient pas aussi infernales qu'ils le devraient, infernaux qu'ils le devraient, pour accueillir Star là-bas, pour essayer de prouver sa valeur. Et le problème que j'ai avec ça, c'est que ça appuie pas super bien ce cadre en fait. Le cadre des enfers est juste... il est là, on voit juste la version calmée, sa version édulcorée, et il n'y a pas grand-chose qui met ça en avant. Ce qui fait que bon, ça aurait juste pu être n'importe quel autre endroit, quelconque, hors enfer, juste un endroit un petit peu glauque qu'on aurait calmé, ça aurait été pareil. C'est un peu... ça rend pas le coin ultra vivant, paradoxalement, ça rend pas aussi vif qu'il le devrait, et aussi le problème, je pense, principal que j'ai avec cet épisode-là, c'est que Star, très vite, elle a l'air d'en avoir un peu marre de Tom lorsqu'elle est là. Lorsqu'il se passe pas grand-chose, elle se dit ok, on est ensemble mais tu fais rien. Et très vite, elle l'évite un petit peu, elle essaye rien de particulier. Même lui, il essaye rien de particulier, il se montre juste un chouïa, un micro chouïa insistant, deux trois moments pour deux trois petits trucs. Je sais pas, il y a un petit moment, et je pense que c'est plus une histoire de différence culturelle. Il veut lui faire porter une espèce de chapeau en forme d'araignée. J'arrive pas à croire que je me souvienne de ces détails-là. Je vous jure, ça fait un moment en plus que j'ai vu l'épisode. Je me pose la question, c'est leurs chapeaux locaux du coin. Je veux dire, c'est quand même dingue pour toi qui as essayé de calmer le jeu, de faire gaffe de ne pas avoir fait gaffe à ça. Ou alors, est-ce que c'est une manipulation? Est-ce que tu comptais lui laver le cerveau avec cette espèce d'araignée en guise de chapeau? C'est comme ça que ça marchait. Enfin, je sais plus si c'est une araignée ou un truc comme ça, c'est une sorte d'insecte.
euh, ou d'arachnoïdes. Euh, en tout cas, ouais, il y a très peu de moments vraiment appuyés dans ce couple-là, au moment où Star essaye de lui redonner sa chance, ce qui fait que, ouais, quoi, cette espèce de moment où elle a été convaincue par lui pour y aller à ce bal n'a pas été particulièrement appuyée davantage après, quoi. Elle a l'air de directement se faire chier avec lui alors qu'elle ne fait pas d'efforts pour essayer de reprendre goût à cette espèce de couple qu'il veut mettre en place. C'est un petit peu dommage, je trouve qu'on aurait pu davantage développer ça, cette espèce de début où Star essaye de revivre un petit peu cette flamme qu'ils avaient avant, mais se rend compte que ça marche pas. Mais là, même pas. Il y a même pas un début de quelque chose comme ça, une progression à ce niveau-là, ce qui fait que c'est pas aussi fort que ça pourrait l'être. Parce que c'est à nouveau très intéressant de voir Tom essayer de faire des efforts, de montrer que c'est pas juste le sale enculé qui veut partir sur des voies de facilité pour avoir ça, il veut être un peu réglo avec elle. Enfin, je pense, à nouveau, le casque en araignée, c'est un petit peu bizarre, mais je pense que c'est juste une différence culturelle. Donc ouais, ça manque un peu de développement et c'est un peu dommage parce que c'est la chose qui aurait pu vraiment cimenter cette histoire. Mais bon, hein, on fait avec ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est quand même pas mal parce que voilà, le personnage est abordé d'une façon assez intéressante et où on ne le diabolise pas entièrement. On fait pas de lui le sale enfoiré qui n'a rien pour se racheter. À côté de ça, donc, on aura Marco qui s'inquiétera pour Star et qui aura et qui entendra des voix à un moment donné, alors qu'il est dans la chambre de Star, dire oh, le bal de la lune de sang, le bal des amoureux. Il se demande d'où ça vient, on ne sait pas d'où ça vient. On aurait une réponse à ça. Je me suis étendu à fond là-dessus sur la première réac que j'avais faite. Je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais ouais, j'espère qu'on aura une réponse à ça, quoi. Parce que c'est un petit peu bizarre. Ou est-ce que c'est le tentacule qui s'est imprégné en lui, qui parle dans sa tête? Je sais pas. C'est bizarre. C'est bizarre. Et ça le convainc pour se rendre lui-même à ce bal de la lune de sang où apparemment personne ne fera gaffe au fait qu'il vient sans avoir été invité. Je veux dire, il a cette espèce d'objet pour appeler le passeur de notre monde aux enfers et il arrive à se faufiler là-dedans sans se faire remarquer par qui que ce soit. C'est dingue, il n'y a pas une si grande sécurité que ça aux enfers, apparemment. Et ouais, pendant un espèce d'événement particulier où il y a une espèce de lumière qui sort d'un cristal qui est censé indiquer un couple qui sera ensemble pour toujours. Je ne sais plus exactement les termes exacts qui ont été dits, quoi, un truc qui scellera ce couple pour la vie. Il y a Marco, enfin il y a Tom qui sera pris dans quelque chose, dans les directives pour la fête, et je comprends pas pourquoi. Pourquoi il est pris dans les directives pour la fête à ce moment-là? Tu devrais être complètement concentré sur le fait de rester avec Star pour pouvoir bénéficier de cette fameuse lumière de gemme qui tomberait sur vous deux. Hein, tu fais pas gaffe, hein, mon petit, tu fais pas gaffe. Hein. Et c'est pile à ce moment-là où il est distrait par autre chose que Marco arrive pour essayer de prévenir Star parce qu'il a peur pour elle en portant un masque. Je sais pas pourquoi il porte un masque, mais il porte un masque. C'est comme ça qu'il s'est pas fait repérer, il a porté un masque et tout le monde se dit ok, il y a rien à douter sur lui. Et ouais, au début elle est un petit peu prise par cet inconnu au masque, là ils dansent un peu ensemble, ils sont touchés par la lumière. Et on ressent qu'il y a quelque chose, on voit... J'ai le sentiment que ça veut vraiment partir sur une relation de couple entre eux au bout d'un moment, une relation romantique. Je trouve ça pas forcément judicieux dans l'absolu parce que bon, il y a des tas d'histoires comme ça, de séries comme ça où on a deux persos centraux et puis ils doivent finir ensemble. Je pensais que ça pouvait partir un peu sur quelque chose d'un peu différent, mais dans l'absolu, je suis pas contre. C'est juste que bon, un peu classique, un petit peu classique sur les bords. Mais voilà, ça laisse un peu envisager que ouais, on veut mettre en avant ce couple-là, hein, d'une certaine façon. Il y a un début de quelque chose qui se met en place, mais voilà, étant donné que la lumière de la gemme a touché Marco et Star, il le prend pas super bien, Tom, et il commence un petit peu à fulminer, à voir rouge de façon littérale, en commençant à s'attaquer à lui, et de façon assez surprenante et intéressante, satisfaisante, Star le stoppe tout de suite. Sans qu'il y ait vraiment de conflit qui s'instaure, sans qu'on essaye de mettre en avant une espèce
de moments où Marco doit s'échapper au gars, qu'on mette en avant sa jalousie, etc. C'est très rapidement réglé ça. Histoire de dire quoi, cette espèce de colère qu'il a refoulée, qu'il a essayé de refouler, il n'a pas pu la refouler, mais on va pas faire une espèce de grande scène d'action qui va mettre en avant le fait qu'il est en colère. On garde ça au chaud, entre guillemets. J'ai le sentiment qu'il va revenir, Tom, et qu'il sera pas super joyeux, mais sans doute, j'espère que ce sera traité avec autant de subtilité par la suite que ça l'a été là. C'est-à-dire que oui, je m'attendais tellement à ce que Marco soit du genre un petit ami possessif sans particulièrement rien de poussé, de très recherché dans sa personnalité, mais oui, il y a quelque chose de recherché dans le fait qu'il veut être avec Star, mais qui prend pas des voies de facilité, qu'il essaye vraiment de faire des efforts là-dedans. Ça le rend attachant d'une certaine façon, même si on sent qu'il est super dangereux, parce que bon, c'est lui qui dirige les enfers. À nouveau, les enfers de quoi spécifiquement? Parce que bon, on peut y aller à ces enfers à partir de la Terre, c'est montré. Donc, est-ce que la carriole qu'on a vue, en fait, elle traverse les dimensions et les enfers peuvent être vus que par rapport à cette carriole? On peut s'y rendre que par rapport à cette carriole ou c'est un peu particulier? Je ne sais pas. Alors, on aura peut-être des explications par rapport à ça. Cela dit, ça se termine sur une note que j'ai trouvée super intéressante où Star engueule Marco d'être venu parce que il a clairement considéré qu'elle ne pouvait pas s'en sortir seule. Et donc voilà, ça lui fait un petit peu mal de la part de son ami de ne pas lui faire confiance pour ça. Et elle n'a pas besoin de quelqu'un qui joue au héros, elle veut quelqu'un qui soit ami avec elle et qui puisse savoir quand elle peut gérer certaines choses toute seule. Donc c'est assez intéressant. Et oui, ça change d'habitude où on termine sur un ton un peu léger, oui, Star en veut à Marco pour ça, ils se réconcilient un petit peu, et oui, à nouveau, on semble vouloir indiquer que cette espèce de lumière de gemme a fait quelque chose ou pas. Je sais pas trop. Est-ce qu'il y avait une magie derrière ou c'est juste symbolique? Est-ce qu'on aura une suite à ça? Je ne sais pas, j'espère qu'on aura une suite à ça. Mais voilà, c'est ça, avec le peu de récit qu'il y avait, ça a réussi à poser pas mal de personnages, la mentalité d'homme très intéressante, et des moments assez, pas trop mal entre Marco et Star, et qui aidaient à mettre en avant ces relations, ces personnages, sans partir tout le temps dans le gag facile. C'est la première fois, je pense, de toute la série où j'ai pas eu le sentiment qu'on se forçait à me fourrer des gags en pleine gueule. Bon, de temps en temps, il y en a un ou deux, mais c'est pas aussi gênant que d'autres fois. Donc voilà, c'était très intéressant et ce que ça fait, même si c'est pas sensationnel, il y a des choses à redire, ça reste pas mal, mais c'est très prometteur parce que il y a pas mal de choses qui peuvent découler de cet épisode. Et donc c'est pour ça que j'ai gardé un bon souvenir de ça, quoi. Le second, j'ai aussi un bon souvenir par rapport à une chose qu'il introduit, même si c'est assez discutable en termes d'intrigue centrale. Parce que voilà, ça commence, il me semble, oui, avec un combat contre les sbires de Ludo qui se font rétamer pour la énième fois. Et Ludo commence à en avoir marre, se dit ok, hein, j'en ai marre de ces bons à rien, je vais faire des auditions pour engager quelqu'un d'autre. Il y a un moment donné, il me semble qu'il y a une référence à Adventure Time avec le design d'un des types qui passe les auditions, parce que c'est très réminiscent du style Adventure Time, un des personnages, un des monstres qui auditionnent. Voilà, enfin après je dis ça, j'ai pas suivi en détail Adventure Time, et une fois de plus, pour ceux qui veulent que j'en parle, je n'aime pas du tout le style, le ton. Voilà, et désolé. Hein. En tout cas, voilà, il finit par tomber sur quelqu'un qui sort du lot, qui s'appelle Toffee, hein, une espèce de monstre au design un peu simple mais assez particulier. Il a un design légèrement crocodile, mais crocodile un petit peu huppé. Il a aussi un doigt qui lui manque. C'est un détail assez particulier, mais il y a une main où il y a un doigt qui lui manque. C'est assez, c'est assez intéressant. Limite, on se demande, il doit y avoir un passé derrière cette perte de doigt, ça doit signifier quelque chose. Et voilà quoi, dès le début, il renvoie quelque chose d'assez fort et on sent que c'est quelqu'un qui est au-dessus du lot, quoi, d'assez réfléchi, qui sait penser en avance aux choses.
Donc voilà, cet épisode, ça va être un petit peu une façon de mettre en avant ce nouveau personnage et qui est pas mal. Par contre, à côté de ça, on va avoir malheureusement une intrigue centrale pas super bien réfléchie autour de Star et Marco, parce que Star découvre les biscuits chinois, donc qui contiennent des espèces de petites prédictions à la mort moelleux super faciles qui disent des banalités. Et étant donné que Marco est un petit peu blagué là-dessus, elle y croit dur comme fer que ça marche, Star. À un stade où même quand Marco essaye de la convaincre que c'est des conneries, elle y croit tellement que elle veut rien écouter. Ouais, tout ce qui est dit là-dessus, ça marche, c'est trop génial. Donc voilà, une autre intrigue où Star doit être un petit peu conne exprès pour que ça passe. Un peu dommage, et donc en apprenant ça de la part du type qui l'observe, il y a Toffee et Ludo, enfin surtout Toffee, qui a l'idée d'utiliser ça à leur avantage. Dire ok, elle croit à ce que disent les biscuits chinois si on faisait en sorte qu'elle croit à un truc qui nous arrange. Donc voilà, c'est ce qu'ils font. À un moment donné, ils attirent l'attention de Star et de Marco via une mise en scène un petit peu moyenne, où genre il y a deux monstres qui jouent un petit peu les artistes de rue, et Star et Marco voient pas que ce sont des monstres. Ok, et ça a permis à un des monstres de faire l'échange avec le biscuit chinois qu'elle a avec un autre. Ce biscuit chinois-là qui dit l'amour est la réponse à tout. Si je me souviens bien, voilà, l'amour est la réponse à tout. Et donc elle se dit ok, la violence n'est pas une solution, je ne peux pas les combattre. Si le biscuit chinois me le dit, je suis stupide. C'est un peu dommage quoi de forcer ça, malheureusement. Et donc, elle leur fait des câlins pour les contrer, ce qui n'empêche pas un petit peu ces gens-là de péter la gueule de Marco, même s'ils font rien pour l'instant pour prendre cette baguette. Genre voilà quoi, la violence c'est pas la solution, elle leur fait des câlins, personne n'essaie de prendre la baguette parce qu'ils ont été touchés par par ces câlins qui sont totalement forcés, ils le savent, mais pourtant ça les touche. Il y en a même un qui lui dit en fait que c'est des conneries, ça, maintenant qu'on est un peu proche, je peux te le dire, hein, je peux pas te cacher ça, c'est des conneries, on a mis ça en place pour de faux. Et donc elle finit par croire que bon, en fait, la violence c'est toujours la solution, et elle leur pète la gueule, même au mec qui lui a dit la vérité. Il me semble, je sais plus, ça fait un moment quoi. Voilà quoi, elle leur pète la gueule avec sa baguette magique rapidement, quoi, peu de temps avant qu'ils aient pu prendre la baguette. Donc ils étaient à deux doigts d'y arriver, mais étant donné qu'ils ont été trop bêtes, ça n'a pas marché. Voilà, c'est un petit peu con malheureusement, hein. Cela dit, on sent que c'était vaguement prévu par Toffee. Toffee, c'est quelqu'un qui apparemment, enfin maintenant je sais un petit peu ce qu'il prévoit de faire vu que j'ai quelques épisodes d'avance, mais à ma première impression, c'était quelqu'un qui avait des ambitions un peu mystérieuses, qui semblait avoir quelque chose d'un peu plus poussé en tête que de simplement voler la baguette de Star pour le compte de Ludo, hein, qui avait quelque chose d'un peu plus recherché que ça. Et on sent là, en le voyant observer ce combat-là, en se rendant compte de certains trucs qu'il prévoit par rapport à ça, comme s'il faisait des calculs au fur et à mesure, on sent que c'est quelqu'un qui promet beaucoup par la suite, en voyant cet épisode. Et oui, c'est un peu ce que j'ai retenu de ça, en dépit du fait que l'intrigue était un petit peu forcée. Malgré tout, j'ai apprécié ce demi-épisode, je l'ai pas trouvé sensationnel, mais je l'ai apprécié, en grande partie parce que Toffee promet beaucoup, il dégage pas mal de choses. Et puis bon, quoi, il y avait quelques petits moments un peu drôles entre Marco et Star malgré tout, quoi. J'arrive à apprécier un petit peu l'humour, en dépit du fait que c'est parfois un peu trop con. Mais bon, l'humour passait à peu près correctement, globalement. Et l'introduction des personnages de Toffee était plutôt efficace, même si on n'a pas trouvé la meilleure intrigue centrale autour de Star pour ça. Ça fait donc deux demi-épisodes où on présente deux nouveaux, enfin méchants. Tom est techniquement pas un nouveau puisque on l'a vu rapidement dans l'épisode 2, mais on a bien su rebondir là-dessus. Et puis c'était cool cette petite introduction de Tom comme ça, on est
était un tout petit peu familier avec lui au moment où il est apparu avec sa vraie intrigue dans le premier demi-épisode là. Donc voilà, mais oui, c'est la première fois qu'on se centrait un petit peu sur deux nouveaux personnages et c'était des introductions très intéressantes qui peuvent promettre beaucoup pour l'un comme pour l'autre. Pour Tom en tant que personnage un petit peu complexe, d'anti-héros presque. Et ça pourrait être un personnage vraiment très particulier à développer, très intéressant, si c'est bien fait par la suite. Et Toffee, un méchant qui, aux ambitions un peu mystérieuses, enfin, à ce moment précis de l'épisode, qui peut promettre également beaucoup. Voilà, deux nouveaux personnages mis en avant qui promettent beaucoup. L'intrigue du premier segment a été satisfaisante globalement, même si des choses allaient trop vite et n'ont pas permis de vraiment être pris dans l'ambiance, dans les nouveaux univers qu'on a voulu mettre en place. Malheureusement, c'est le problème quand on fait des demi-épisodes qui doivent durer 10 minutes seulement. Mais c'était quand même satisfaisant, l'histoire et les deux nouveaux personnages, comme je l'ai dit, promettent beaucoup et c'est ce que je retiens le plus de ce double demi-épisode, deux nouveaux personnages qui promettent beaucoup et un léger changement de direction de la série vers quelque chose où on essaye de prendre vraiment des menaces au sérieux. On n'essaye pas juste d'accentuer le gag à tout va, on essaye vraiment de prendre quelques moments sérieux. Même avec Toffee, il y a un peu ça. Et autour de Tom, il y a beaucoup de ça. Donc voilà, c'était un changement de rythme, un léger changement de ton, très bienvenu, qui semble promettre beaucoup par la suite. Pour les épisodes à suivre, eh bien, vous verrez ça la semaine prochaine. J'espère avoir donné quelque chose de satisfaisant à nouveau. J'ai dû retourner ça, j'essaie de me rappeler un petit peu ce que j'ai dit dans chaque réac, dans ma réac il y a quelques temps de ça. J'espère que ça vous aura plu en dépit du débit un peu plus bas. Vous êtes habitué à me voir un peu plus hausser la voix, j'ai essayé de me calmer un petit peu. Après, ça tombe bien quand même que ce soit pas tombé sur un épisode où j'avais envie de gueuler. C'est plutôt bien tombé. Mais ouais, ça m'embête un peu de faire des boules comme ça, quoi. À bientôt sur cette chaîne pour l'épisode 9. Bye.